Je suis ravi de vous retrouver, ravi donc d'être avec Delphine Bateau qui publie Insoumise, donc ce livre publié aux excellentes éditions grâce à ce qui est amusant d'ailleurs à l'intérieur du livre, c'est vous donner les meilleurs conseils pour rester au pouvoir, faire la vaisselle et au fond ne pas déroger à ses habitudes. Pas pour rester au pouvoir, oui, c'est un manuel de survie au pouvoir. Donc en fait garder ses habitudes. Oui, puis surtout garder le contact avec les Français. Avec la réalité. Si je vous pose cette question, c'est parce qu'il y a l'émission à mi-mandat de François Hollande. On a le sentiment que justement, enfin, c'est ce que disent les Français dans les sondages. Il y en a énormément de sondages qui sont tous ultra défavorables. Est-ce qu'il a gardé le contact avec les Français ou est-ce que cette émission ne servira à rien? Écoutez, c'est pas la première ni la dernière émission de télévision du président de la République. Est-ce qu'on peut changer le cours d'un quinquennat avec une émission de télé? Il y a eu un exemple, c'est François Mitterrand avec Mourouzi, donc il y a maintenant des années. Il y a eu un exemple d'une situation politique compromise avec un retour via TF1. Ça, c'était dans les années 80. Ouais. On n'est plus dans les années 80, mais moi, je l'écouterais. Si vous me demandez ce que j'en attends... rien, d'être assis. Non, mais si je faisais un rêve, j'aimerais peut-être qu'il oublie son avenir pour tout donner au présent, donc qu'il fasse preuve d'audace, qu'il prenne des risques, qu'il change de politique, qu'il réorganise tout autour des politiques de long terme. Je crains que ce rêve ne soit pas réalité. Delphine Bateau, on a un peu de temps. Est-ce que ça veut dire, d'après vous, que pour qu'il oublie son avenir, la condition sine qua non de ce type d'entretien, c'est qu'il dise, au fond, moi j'oublie définitivement. Il l'a laissé entendre plusieurs fois lors des conférences de presse, mais j'oublie définitivement en 2017, ce qui pourrait créer les conditions d'un rebond et de changement de politique. Ça, c'est sa liberté de dire s'il est ou pas candidat pour 2017. Moi, je dis... que je pense qu'il n'est pas en situation de faire un deuxième mandat. Ça, je le dis dans mon livre. Absolument. Qu'est-ce que pensent les Français? Les sondages sont accablants. Oui, 96% des Français. C'est ce que pensent 96% des Français. Mais c'est pas suffisant. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, est-ce que c'est une émission pour nous dire encore qu'il a confiance dans la politique menée, qui un jour aura des résultats, etc. Ou est-ce qu'il en change? C'est ça la question de cette émission télé. Est-ce que vous croyez qu'il a la moindre chance de vouloir en changer? Pour l'instant, il y a c'est le rêve que je fais. Il n'y a aucun indice. Non, mais je crois que chaque jour... s'impose encore davantage le fait de reconnaître que les choix qui ont été faits ne marchent pas et qu'il donc faut en faire d'autres. Moi, je plaide pour un choc d'investissement autour des politiques de long terme, notamment sur l'écologie, sur le numérique. Voilà, moi, c'est ça. Si vous me demandez le rêve, son contenu, c'est celui-là. Plusieurs experts considèrent, puisqu'on est à la veille, semble-t-il, d'une certaine forme de déflation, comme l'a connu le Japon il y a maintenant une vingtaine d'années, considèrent qu'au fond, le fond du fond, si je puis dire, c'est qu'il n'y a plus d'entrepreneurs sur le marché qui peuvent relancer le tissu économique en France dans le contexte que vous venez de développer, qui est celle d'un passage au tout numérique, tout simplement parce que plus personne n'a envie de faire ça, parce que c'est trop fiscalisé en France. Et que c'est ça le fond du problème français. Je crois que la situation économique française et européenne a des causes beaucoup plus profondes que cela. Quand un certain nombre de dirigeants utilisent le mot crise, ça laisse entendre qu'en fait ce serait une parenthèse qu'on pourrait vite refermer et revenir au monde d'avant. En fait, on ne reviendra pas au monde d'avant. Il y a des causes structurelles à la forme de stagnation économique qui est en train de s'installer en Europe. Il y a un ralentissement de la croissance mondiale parce que derrière, il y a la crise des ressources et des matières premières. Donc, tant qu'on ne comprend pas qu'il faut changer de modèle économique, qu'il faut changer de modèle de civilisation, il n'y aura pas d'issue et de perspective d'avenir d'un retour de la prospérité. Regardez le rapport du GIEC, des experts qui a été rendu public hier, qui dresse l'état de la catastrophe écologique, qui est maintenant plus une prévision scientifique pour plus tard. Ça y est, on y est dans les enjeux du changement climatique. Donc soit on considère que ça, c'est un rapport scientifique et que ça doit conduire à des aménagements à la marge, soit on considère enfin qu'il faut une rupture dans le modèle économique et le modèle de civilisation. Mais c'est ce qu'il est en train de plaider auprès des Canadiens qui sont un petit peu hostiles justement à la grande conférence qui va avoir lieu à Paris sur ce thème-là. Écoutez, le Canada, c'est un pays très important, qui est un pays ami de la France, donc c'est important de le faire bouger sur ces questions, mais franchement, j'ai trouvé ça très maladroit d'être hier
en Alberta. Je pense que François Hollande n'aurait pas dû accepter de se rendre en Alberta, qui est l'endroit où il y a une catastrophe écologique gigantesque. Il y a des destructions de la forêt boréale, il y a des égouts à ciel ouvert, et c'est le pétrole le plus sale du monde, l'Alberta. Donc j'ai trouvé ça franchement maladroit d'être en Alberta le jour où le GIEC rend ce rapport. Mais je reviens à la question que je vous ai posée, à laquelle vous n'avez pas répondu, parce que je comprends que pour des raisons qui sont des raisons personnelles et fondamentale, vous défendiez ce renouvellement justement des politiques énergétiques. Mais ce que je vous ai dit, par exemple, par rapport aux économistes, ils parlent des problèmes fiscaux. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui pourraient investir, se lancer, installer une vie dans le numérique, etc., ça les intéresse plus en France. Vous avez raison de dire, et je pense que c'est pas seulement un problème fiscal. Le gros problème, en fait, aujourd'hui, c'est celui de l'investissement. À la fois l'investissement public et l'investissement privé. On a un ralentissement de l'investissement des entreprises. Donc c'est pour ça que moi, j'aurais préféré, plutôt qu'on mette 41 milliards sur la baisse du coût du travail sans contrepartie, qu'on mette en place un dispositif pour soutenir l'investissement des entreprises. C'est-à-dire de dire au fond, pour sauver le pays et pour relancer le chômage, il faut baisser les impôts. Non, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut... Non, mais je vous pose la question, parce que c'est quand même ça qui est posé comme question par les économistes. Par exemple, comme Jean-Paul Bedbez ou des gens comme ça. Eh bien, il se trompe. Ils se trompent d'analyse. D'ailleurs, il y a beaucoup d'économistes qui n'ont toujours pas intégré le problème de la crise énergétique, de la crise écologique, des problèmes des matières premières. Donc l'enjeu... peut-être dissocier la fiscalité. Non, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir un plan de modernisation de l'économie française, un plan de modernisation des infrastructures, de toute une série de choses. Et pour ça, il faut des entrepreneurs et il faut permettre aux entreprises d'investir. Donc, en termes par exemple, de fiscalité, ça voudrait dire un allègement fiscal qui est conditionné à l'investissement. Et ce n'est pas le choix qui a été fait. Dans le livre, vous racontez un dîner qui s'appelle le dîner de cons. Vous êtes invité donc par le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, qui va vous virer. Et vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est disparu, qui est Margerie. Le moins qu'on puisse dire, c'est quand on lit les propos que vous lui faites tenir, alors que la France entière lui a rendu hommage il y a une semaine, vous ne lui donnez pas le beau rôle. Je raconte les choses telles qu'elles sont. En gros, vous le définissez comme une sorte de manipulateur de la politique énergétique du gouvernement. Mais écoutez... vous toussez. Pardon, je suis enrhumée. Pardon pour les auditeurs. J'ai dit de Christophe de Margerie ce que j'en pensais de son vivant. J'ai respecté... au moment de sa disparition, je pense, une certaine dignité, un certain respect, mais je maintiens l'intégralité de ce que je raconte sur effectivement l'influence de ces grands chefs d'entreprise sur les décisions de la France. Mais vous mettez en avant, surtout lui, dans le récit que vous faites. Oui, par son attitude. Vous considérez au fond que c'est lui qui manipule la politique énergétique du gouvernement? Je ne parle pas de manipulation. Vous ne l'écrivez pas comme ça, mais ça donne ce sentiment-là. Ce que je décris, c'est surtout la faiblesse des gouvernants face à ces grands chefs d'entreprise qui se croient un peu tout permis. Donc, c'est surtout ça. Mon analyse, elle n'est pas seulement sur la description de l'influence des lobbies. Elle est sur comment, face à eux, ils n'ont pas un État suffisamment fort. Question, car le livre en souligne beaucoup. D'abord, vous dites, au fond, pour ma génération, ce qu'il faut, c'est transmettre aux autres. Mais alors, le sentiment qu'on a sur le plan politique aujourd'hui, c'est que c'est plutôt votre génération qui a tout foutu par terre. Je ne parle pas simplement de vous, mais de vous, et y compris la jeune génération à droite, c'est-à-dire les gens qui ont entre 40 et 50 ans, puisque quand on regarde les sondages, qui caracole en tête des sondages, Juppé, Bayrou, et pas du tout ceux qui ont entre 40 et 50 ans aujourd'hui, dont on juge à droite comme à gauche qu'ils ont échoué ou qui n'aident pas le précédent président Nicolas Sarkozy ou François Hollande, fondamentalement, à bien gérer le pays. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Moi, je crois qu'il y a au contraire une soif de renouvellement. Aujourd'hui dans le pays, qui a une usure totale du système politique. Il a été à l'écart de la vie politique pendant un certain nombre d'années. Donc c'est pas simplement une question d'âge, c'est une question de renouvellement. Moi, je crois franchement que la France aspire à cette modernité. Donc plutôt Macron que Juppé? Non, le choix n'est pas entre Macron et Juppé. On parle d'âge, là. Oui. C'est deux symboles. Juppé pour la génération des grands. Non, pour moi, c'est pas forcément un symbole pour la gauche, Emmanuel Macron. Non, mais je parle de son âge. Je parle pas je parle de son âge, puisque c'est vous qui faites un chapitre sur les générations. Oui, moi, j'appelle à un changement de génération. Vous pensez vraiment que les Français devaient être gérés par des gens qui ont 40 ans, comme Matteo Renzi en Italie, par exemple?
Je pense que c'est plutôt une référence intéressante, Matteo Renzi, oui. Je pense qu'on a une série de responsables politiques qui, en quelque sorte, vivent toujours dans les années 80. C'est pas étonnant d'ailleurs pour les émissions de télé, on prend la référence des années 80, pour les politiques publiques, la glorification de l'entreprise, etc. On prend la référence des années 80. D'autres aussi, à contrario, quand ils plaident pour une relance par la demande, c'est terriblement daté. Donc je pense que le vrai débat aujourd'hui, il est entre les solutions du passé et celles de l'avenir. Est-ce que vous considérez que Manuel Valls, comme le pensent un certain nombre de gens à gauche, est le fossoyeur de la gauche? Non, je ne dirais pas ça, non. J'ai des désaccords très, très importants avec Manuel Valls, avec la politique qu'il mène. Mais de façon générale, si vous voulez, les attaques personnelles traduisent toujours une forme de paresse intellectuelle. C'est pour Duflo, ça aussi? Non, écoutez, moi, je trouve que résumer les problèmes politiques de la gauche aujourd'hui à une question de personnes n'est pas sérieux. Il y a une crise des idées, il y a une crise programmatique beaucoup plus profonde que simplement la responsabilité de tel ou tel. Dernier point, il est important, c'est l'actualité, le fameux barrage et hors d'appréciation, dit Ségolène Royal. Elle a raison de le dire? Le problème, c'est d'en tirer les conclusions. C'est pas de faire les constats. Donc il faut stopper ce projet. Il ne faut pas l'amender, le réaménager. Il faut arrêter ce projet. Et c'est le pouvoir de l'État, parce qu'on ne peut pas se défausser sur le Conseil général du Tarn. L'État finance à 80% ce projet. Donc il y a une décision très claire, moi, que j'attends du gouvernement, de la ministre de l'écologie, c'est de dire il n'y aura pas les 80% de financement qui relèvent de l'État. C'est aussi simple que ça, et ça permettrait tout de suite de stopper ce projet. Merci beaucoup. Je rappelle que dans ce livre, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, Insoumise, que vous condamnez toutes les formes de violence. Là, il ne s'agissait pas du barrage de Stevens, mais évidemment de ce qui s'était passé autour de Notre-Dame-des-Landes. Merci donc d'être venu ce matin. Merci. Sur l'antenne de Radio Classique et d'LCI.